Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, je suis avec Denis de la permaferme du Ponceret. Pouvez-vous présenter la permaferme du Ponceret? Oui, bonjour. Donc ici la permaferme, elle a été créée en 2016, donc c'est notre 7e année. On est des producteurs de légumes, des maraîchers diversifiés. On a la particularité d'avoir une serre chauffée par une pyrolyse de bois. Donc on essaye de mélanger en fait la technologie des serres chauffées hollandaises avec le sol vivant, le maraîchage sol vivant. On a aussi des cultures extérieures et on a quelques fruitiers. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre serre et son fonctionnement? Oui, mais à la base, c'est une serre Venlo, donc une serre à tomates industrielle. Elle est pensée pour faire du hors-sol. Donc nous, on l'a choisie parce que voilà, c'est une technologie qui est éprouvée. C'est très bien pensé d'un point de vue ergonomie. Par exemple, ici, vous voyez les rails, ils servent au chauffage, ils servent à faire aller les chariots de récolte, ils permettent de monter en hauteur facilement. Voilà, je veux dire, il y a des générations de recherche et de savoir-faire hollandais derrière. Et ça fonctionne très très bien. Et donc après, on l'a dévoyé de sa méthode d'utilisation originale en travaillant en sol vivant dedans. Et donc le but, c'est d'essayer de trouver l'équilibre qu'il y a entre le sol vivant et la serre. La serre, elle va vraiment travailler au niveau de température, humidité. Là, vous voyez le brumisateur qui fonctionne au-dessus. Donc il y a une gestion de climat, un ordinateur qui permet de réguler les températures, humidité, hydrométrie. Et ici on essaie d'être en idéal tomate, et puis après les autres plantes elles se débrouillent avec ces données-là. Et au niveau du sol, là tout le monde est au même niveau, je veux dire, sol vivant, on va vraiment nourrir le sol pour que lui nourrisse les plantes. Et voilà, parfois ça fonctionne pas trop mal. Donc ici on voit les gendarmes pour le sol vivant. Ici on a un petit mille-pattes. Ça, il y en a beaucoup. C'est dur d'aller dedans parce qu'il y a énormément de racines. On voit énormément de racines. Et évidemment nos copains, voilà, les vers de terre sont bien présents. Ah, ils sortent de partout. Les cloportes, voilà, on a beaucoup de cloportes. Et voilà, le tissu racinaire est super dense. Et donc ici on doit nourrir énormément le sol, quoi. Je veux dire, on est sur 100 tonnes hectares équivalent, quoi. Donc on est sur, notre serre ne fait pas 1 hectare, elle fait que 1500 mètres carrés, donc ça fait quand même 15 tonnes de nourriture sèche. Donc tu prends un semis de fumier, quoi, pour 1500 mètres carrés, donc ça consomme énormément de matière. Voilà, ça c'est un seul pied de vigne, donc qui va dans cette direction-là sur une dizaine de mètres, et dans cette direction-là aussi sur une dizaine de mètres. Cette année, ils ont que, de mémoire, c'est 4 ans, donc ça a poussé extrêmement vite. Cette année, il a fait très humide, donc on a eu un peu des problèmes foliaires dedans. Mais par contre, en productivité, c'est la première année où on faisait vraiment une taille de production. Et c'est extrêmement productif. Les conditions sont exceptionnelles aussi. Donc ici, une serre Venlo, elle a besoin d'être chauffée. Ce sont vraiment des serres chauffées. Et nous, c'était parce qu'ici, on est à 510 mètres d'altitude en Ardennes, en Belgique. Donc il fait froid. Et pour faire une production qui soit assez étendue dans le temps, on avait besoin d'une serre chauffée. On avait aussi ce problème de ne pas vouloir polluer, de ne pas vouloir envoyer du CO2 dans l'atmosphère. Et là, on est tombé sur la pyrolyse de bois. Donc, les machines qui font le biochar, on va pas brûler le bois, mais on le cuit à très haute température. Et en plus de la chaleur, on a du biochar. Voilà, ici, on est devant notre four de pyrolyse. Donc, c'est lui qui chauffe la serre et qui produit le biochar. C'est cette matière-là, donc c'est de la plaquette forestière. C'est simplement du bois. Donc, quand ils vont récupérer les troncs en forêt, les branches en général ne peuvent pas être utilisées en menuiserie, du coup ils broient et ça part en chaufferie. Et dans ce cas-ci, il va avoir une nouvelle vie. Enfin, en fait, on va le rendre immortel. En fait, c'est littéralement le cas. Parce qu'une fois qu'il sort de la machine, il a cette apparence-ci. Donc on dirait du charbon de bois, mais c'est pas du charbon de bois. Parce que ça a été cuit à beaucoup plus haute température et plus longtemps.
Et donc toutes les huiles qui sont polluantes dans du charbon de bois, bah, ici elles ont été brûlées. Et ici il n'y a vraiment plus que la structure du bois qui reste, donc la lignine et les minéraux. Voilà pour un peu montrer les capacités du biochar. Je montre des bouteilles, mais c'est ce qui est dedans qui compte. Je vais te faire une petite expérience. D'abord on va sentir ça, et puis ceci. Ok. Donc vas-y. Ouf, oui. Ouais, Odeur voilà. très forte, oui, oui. Voilà, donc ça c'est du lisier de bovin. Ok. Voilà, c'est du vache. Et maintenant, ici. Oui, on sent plus rien du tout. On sent plus rien du tout. Et la différence, donc ça c'est une bouteille d'1 litre, c'est 12 grammes. Là-dedans il y a 12 grammes de biochar. Et tout ce qui est azote a été absorbé par le biochar. Donc ça, tous les problèmes d'azote dans les rivières, dans les nappes phréatiques, etc. Si on mettait un peu de biochar dans le sol, il a une capacité à le pomper qui est phénoménale, quoi. Voilà. Et on ne sent plus rien. Donc en fait, le biochar, il a une très grosse capacité à pomper. Et donc avant de le mettre dans un sol, on va l'enrichir. Dans ce cas-ci, on l'enrichit avec du lisier, mais on mélange du compost avec des bokashi, avec n'importe quoi qui est riche. Et alors là, les azotes, en fonction de la vie microbienne, bah, ils vont être relâchés sur 1, 2, 3 ans, ça dépend un peu. Et pour ça, par exemple, les arbres, on les utilise beaucoup parce que ça leur fait vraiment un bon stock de démarrage. On sait que les 3 premières années, ils ont un seau en dessous, bien riche, et ils ont de quoi pouvoir venir pour plusieurs années, quoi. Donc voilà, là je vais vous montrer une deuxième expérience. Ça c'est de l'argile de poterie, donc de l'argile pure. Et c'est pour essayer de montrer en fait l'impact du biochar dedans. Donc, pour un peu se rendre compte, c'est se mettre à la place d'un ver de terre ou d'une racine. Donc ici, quand vous avez un sol riche en argile, et voilà, il est très, très malléable quand il est bien humide. Quand il est sec, il va être extrêmement sec. Et donc, voilà, la racine et le ver de terre, pour rentrer là-dedans, ça va leur demander beaucoup d'énergie. Et donc, c'est de l'énergie qu'ils n'auront pas à mettre dans des nouvelles feuilles ou dans des fruits ou dans des graines. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va y ajouter un tout petit peu de biochar. Et là, je parle... Bien. Bravo. Donc, une toute... Et le biochar, comme ça, sec, ça ne pèse rien, pour ainsi dire. Et donc ici, on a peut-être, je sais pas, 1-2 grammes de biochar. On est de l'ordre de 200 kg le mètre cube. Donc c'est 5 fois plus léger que l'eau. Donc fondamentalement, c'est logique, hein, parce que c'est que des cavités, le biochar. Et donc, c'est plein d'air. C'est plein d'air ou c'est plein d'eau. Plongé dans l'eau, il va retenir 3,5 fois son poids. Donc ça, c'est super pour maintenir de l'humidité dans son sol. C'est ça qui est génial, c'est qu'en sol argileux, il va avoir des super qualités, et en sol sablonneux, il va aussi avoir des qualités. Ce n'est pas les mêmes, mais les deux sols vont pouvoir en bénéficier. Et ici, ce qu'on voit, voilà, c'est j'essaye de refaire de rouvrir le truc, et partout où il y a du biochar, ben ça va s'ouvrir. Et donc ça, de nouveau, en essayant de se remettre à la place de la racine ou du ver de terre, mais pour lui, ça fait déjà des infractuosités très faciles à suivre. Donc il va dépenser beaucoup moins d'énergie pour pouvoir pénétrer le sol. Et en plus, le sol, il va augmenter sa capacité de rétention d'eau, et donc il va durcir beaucoup moins vite. De nouveau, ça va aider la vie du sol à se développer. Et donc... Donc ici, du biochar comme ça, c'est 85% de carbone. Donc on pourrait se dire que ça veut dire qu'il y a plein de nourriture pour la plante dedans, mais non, en fait pas du tout, parce que le carbone ici, il a été cuit à, on parle de 6, 7, 800 degrés. Et donc c'est comme quand vous faites de la poterie ou du verre. Une fois que ça a été cuit, c'est mort, entre guillemets. Ça devient pratiquement du minéral, sauf que c'est du carbone. Et donc la seule chose que la plante va pouvoir encore aller chercher dedans, c'est les 15% de minéraux qui restent.
Donc calcium, potasse et différents autres petits éléments. Et donc ça ne donne pas de la nourriture, mais par contre ça va offrir un habitat. C'est extrêmement poreux. Donc si on faudrait faire des super zooms. Mais si on arrive à voir, en fait il y a plein de micro-porosités. Et 1 cm de biochar comme ça, il y a presque 400 mètres carrés de surface de collage pour les micro-organismes. Donc ça permet de booster la quantité de micro-organismes de manière exponentielle, quoi. Et alors ce qui se passe en fait, c'est que quand on regarde dans le sol, on a un morceau de biochar, si on a le sol là et la plante qui est ici, et bien la racine, elle va passer contre. Systématiquement, quand on fait des plantations de biochar, c'est ça qu'on constate. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle va injecter, ici donc c'est une espèce d'usine à micro-organismes. Il y a énormément de micro-organismes dedans. Et la plante, elle va les nourrir. Elle va envoyer de la sève dedans. Parce que comme c'est très facile pour elle, ils sont tous rassemblés à un endroit, c'est très économique en fait. Et en échange de la sève, ben, les micro-organismes, eux, ils vont échanger contre des minéraux ou les autres trucs dont elle a besoin, ou de l'azote, des choses comme ça. Et ce qu'on constate quand on met du biochar, c'est que ben, la plante va avoir tendance à faire d'autres racines, mais pas nécessairement là où il y a le biochar, quoi. C'est juste, voilà, elle a un endroit, elle a un super fournisseur, elle a la vie plus facile, donc elle investit dans l'exploration du sol avec plus de racines. Et donc, bah, c'est un cercle vertueux quoi. Je veux dire, plus de racines, elle va augmenter sa surface foliaire du coup, et puis la plante va mieux se développer. Et une chose aussi, c'est que la plante elle a besoin d'avoir des micro-organismes qui lui fournissent différentes choses. Le biochar, il est très très basique. Donc c'est pour ça qu'il faut... Enfin, il y a plein de sortes de biochar, mais la plupart des biochars sont très basiques. Donc si vous avez déjà un sol basique, n'en mettez pas. Par contre, si vous avez un sol plutôt acide, là, ça va vraiment faire du bien. Parce qu'il va y avoir une petite poche ici, avec des micro-organismes qui vont se développer, avec un pH qui est plus élevé que ce qu'il y a autour. Et donc la plante, ben, ça lui fait un peu... ben voilà, là, si c'est le boulanger, peut-être que tous les autres, il y a beaucoup de bouchers, ça lui fait de la diversité dans son alimentation. Et alors, le biochar, c'est pas du tout quelque chose de récent, hein. Il y a plus de 4000 ans que c'est utilisé. Donc si vous voulez rechercher des traces, vous tapez Terra Preta dans Google. Et donc c'est en Amérique latine, avant qu'ils se fassent envahir par les Européens. Et ils avaient des systèmes de culture énormes. Ils arrivaient à nourrir des villes de centaines de milliers d'habitants. Ils n'avaient pas de chevaux. Et donc tout était fait à la main. Et donc pour ça, ils avaient déjà l'eau et la chaleur à disposition là-bas. Mais ils n'avaient pas de sol. Leur sol, c'est très acide, c'est vraiment les sols tropicaux. C'est une catastrophe. Et avec le biochar, ils avaient réussi à créer des zones qui étaient hyper fertiles. Et la compréhension quand on fait les analyses de sol maintenant, c'est qu'il y a 10 à 30% du sol qui est du biochar, et le reste, c'est de l'humus. Alors que dans des sols tropicaux, normalement, l'humus se fait digérer à très grande vitesse, parce que les bactéries sont super efficaces. Et donc l'explication, c'est que la plante, en fait, les morceaux de biochar qu'on retrouve chez eux, en général, voilà, ils sont entourés d'une carapace d'humus, en fait. Donc c'est le carbone végétal, mais qui est là en trop grande quantité et qui n'a pas le temps de se faire digérer. C'est pour ça aussi qu'à passer un certain volume, eux, ils arrivent à maintenir la fertilité même en extrayant du sol. Parce que le sol se régénère en fait, de lui-même. Voilà, bah ici c'est notre poulailler mobile. Donc en fait, c'est juste une serre tunnel de 12 mètres sur 6. Et en fait, on la déplace tous les jours, tous les 2 jours. Il y a plein de bonnes raisons pour faire ça. La qualité de vie des poules, c'est mieux pour elles. Elles ont de l'herbe fraîche à manger en complément de leur nourriture de poules pondeuses, dans lequel on mélange du biochar. Parce que là, c'est vraiment la cascade des effets bénéfiques du biochar. Ça chauffe la serre. Une fois que c'est dans l'alimentation des poules, ça leur permet de mieux valoriser la protéine végétale en protéine animale.
En gros, ça fait des œufs plus gros. Hein. Et puis après, dans les fientes, ça retient l'azote qui va lui gentiment retourner au sol. Et alors, si tu vois la partie là, la verdure qui est là, et la zone qui est là de l'autre côté, c'est exactement la même terre. La seule différence, c'est les poules sont passées là. Bon, elles sont passées en 3 fois, donc elles sont passées sur toute la surface 3 fois au cours de la saison précédente. Mais tu vois l'herbe est beaucoup plus haute. Ah oui, c'est énorme. Et alors, si on commence à regarder au niveau racinaire, c'est aussi énorme. Je veux dire, c'est doublé, triplé la quantité de racines. Donc quand on a une terre comme ça qui n'est pas top, on veut l'amener en terre de maraîchage, en passage des poules, franchement, ça aide à casser la dureté. Enfin, les racines vont bien travailler, quoi. Oui, ici on voit bien qu'on approvisionne en continu notre magasin, donc ça veut dire que chaque semaine on va ressemer pour avoir chaque fois des légumes qui sont frais et à bonne dimension. Ici, les salades ont été semées à des dates différentes pour pouvoir être récoltées à des dates différentes. Et donc toute la culture est échelonnée, en tout cas dans tous les légumes à rotation courte. Voilà, nous on n'estime pas vraiment travailler en agroforesterie, mais on travaille quand même avec des arbres. Ça, c'est la haie biodiversité, donc c'est toutes des essences qui ont été sélectionnées par le parc naturel pour fleurir à différentes périodes de la saison. Donc le but, c'est la chaîne des insectes. On va commencer par le plus petit, on leur donne les pollinisateurs, ils sont nourris, plus ils sont nourris, plus il y a de la nourriture pour les oiseaux et le reste de la biodiversité. Ici, il n'y avait rien dedans, c'était juste un champ de fauche. Et donc la quantité d'oiseaux a complètement explosé avec la présence des arbres. Après les arbres, c'est une haie, donc c'est taillé. Et c'est, ici en tout cas on est sur le plateau de Bastogne, derrière toi il y a 20 éoliennes, donc il y a du vent, donc c'est super important parce que les légumes c'est quand même des petites plantes assez fragiles et elles ont du mal de pousser quand il y a trop de vent. Et donc la haie vraiment aide énormément. Ici, les saules, là c'est une ligne de saules sur 2 rangs. Et ici, c'est vraiment un double objectif. Un brise-vent, donc ils sont parallèles aux haies biodiversité. Et l'autre, c'est mycorhize. Donc comme on ne veut pas non plus, comme ils sont vraiment tout près les cultures, on ne va pas les laisser monter, quoi. Et donc l'idée, c'est de chaque année recéper un rang. En faisant ça, on va faire souffrir énormément au niveau racinaire, donc il va abandonner toute une partie des racines qui vont se transformer en mycorhizes en fait, puisque c'est les champignons qui vont venir les digérer. Et donc ça fait brise-vent, et puis une fois qu'il est remis par terre, recépé, le bois peut partir pour faire du biochar, et les racines vont amener de la mycorhize. Donc ça c'est la théorie. Après ça pousse bien à côté, est-ce que c'est pour ça, pas pour ça, ça n'a pas su mesurer. On vient de faire un petit tour de la permaferme du Ponceret, on pourrait approfondir chaque sujet. Donc là n'hésitez pas plutôt à venir voir Denis à la permaferme. Vous proposez également des formations. Oui, alors c'est des formations qui sont plus à destination du potagiste pour essayer d'appliquer les méthodes qu'on utilise ici mais dans votre potager. Donc ça s'étend tout au long de l'année, une fois par mois, le samedi matin. Et vous pouvez regarder sur le site, en fonction de la saison, les différentes formations qui sont faites. On mettra le lien en bas de la vidéo, que ce soit sur de la page Facebook ou des formations. J'espère que le sujet de la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. A bientôt les permapotes.